Bonjour, bonjour à tout le monde, merci d'être là. On va attendre quelques petites minutes le temps que les participants puissent arriver et puis nous pourrons démarrer. Donc ne soyez pas surpris si vous nous voyez un peu silencieux, c'est juste le temps que de nouvelles personnes se connectent. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, donc on va patienter encore un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, les timings seront bien tenus. Allez, je propose que l'on commence. Le reste des participants prendra en cours de route. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler du service client, et plus particulièrement comment on peut optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à l'IA conversationnelle. Vaste titre pour du coup expliquer et toutes les possibilités aujourd'hui qui peuvent s'offrir à vous, notamment sur les sujets liés à l'IA conversationnelle. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Samira. Samira, est-ce que je peux te laisser te présenter? Oui, bonjour à tous, bonjour Samir. Je suis Samira Kanfoussi, responsable d'équipe et en charge des callbots et chatbots au sein de TP. Et aujourd'hui, nous parlerons précisément d'un client historique pour lequel nous travaillons en partenariat avec Didio, les équipes de Didio. Merci beaucoup. Et donc, moi, je suis Samir et je suis Chief Revenue Officer chez Didu. Ça veut dire que je suis en charge notamment des sujets qui sont liés au business et au marketing. Avant d'attaquer, je voudrais vous rappeler que sur Webikeo, vous avez un chat qui vous permet de poser vos questions tout au long du webinaire. Donc, il apparaît sur la droite de votre fenêtre. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions qui vous viendraient en tête à ce moment-là, pendant le webinaire, et nous tâcherons d'y répondre à la fin. Il y a un temps qui est prévu pour les questions-réponses à la fin à la fin de cette présentation. On va commencer de manière classique par resituer les entreprises et ensuite on va rentrer vraiment dans le cas client que l'on va vous présenter. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Didier, on est une entreprise qui a déjà 16 ans d'existence. Donc, on est une plateforme d'IA conversationnelle et on faisait déjà ça avant que ça s'appelle l'IA conversationnelle, puisque nos premiers chatbots ont été créés en 2009 et nos premiers callbots en 2017. C'est donc un sujet que l'on maîtrise bien. On a plus d'une centaine de projets live actuellement. Je crois qu'on en a 116 exactement, qui sont répartis sur à peu près 75 clients. Et donc, on a plus de projets que de clients parce qu'on on a des sujets d'automatisation aussi bien à destination des utilisateurs finaux et donc sur la relation client que pour de la relation collaborateur. On traite aussi, par exemple, d'automatisation de sujets RH ou de sujets IT. Et donc, parfois, voilà, on peut avoir deux projets qui cohabitent chez nos clients. On est une entreprise à taille humaine, une trentaine de collaborateurs répartis entre Paris et Bordeaux. Je suis un peu le contre-exemple puisque moi-même je suis entre Paris et Marseille. Mais dans l'ensemble, on va avoir plutôt les équipes développement qui sont à Bordeaux et plutôt les équipes qui sont liées aux opérations et au commerce qui sont à Paris. Est-ce que, Samira, tu pourrais aussi nous présenter TP, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, TP, que vous connaissez certainement plus sous le nom de Téléperformance. Donc, c'est le leader mondial de l'expérience client externalisée. À savoir que pour la petite histoire, il a été créé il y a plus de 45 ans. C'était une petite équipe à Paris. Et maintenant, TP se trouve au niveau international dans plus de 95 pays. Nous accompagnons les entreprises sur toute la relation client à distance. On propose également du consulting. On a différentes activités en service client, support technique, également des traitements de back-office et des solutions digitales. Merci beaucoup.
Donc aujourd'hui, on a décidé aussi d'organiser ce webinaire parce que on s'aperçoit que tout le monde rencontre les mêmes sujets, notamment lorsqu'il s'agit du service client et de ses défis. Les chiffres sont quand même parlants, hein. Les études montrent que plus de 75% des consommateurs ont déjà changé de marque parce qu'ils estimaient qu'un service client était mauvais. Et on s'est aussi intéressé au sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on estime qu'on n'est pas satisfait d'un service client? Et les sujets qui remontent en priorité, ça va être déjà les files d'attente longues. Donc les clients se plaignent de souvent attendre des minutes avant d'être pris en charge. Parfois, ça peut aller jusqu'à 8 ou 10 minutes. Et donc ça, c'est une source d'agacement qui est très forte et que tout le monde rencontre puisqu'il est quasi impossible de répondre à tout le monde tout de suite, comme s'il y avait personne qui attendait de l'autre côté. Il y a aussi la notion de répétition, une frustration grande qui est l'impression de devoir appeler plusieurs fois, alors l'impression ou pas d'ailleurs, de devoir appeler plusieurs fois avant qu'un sujet soit résolu. Et donc ça, c'est une grande source de frustration qui peut pousser à aller à la concurrence. Il y a le sentiment qu'il y a aussi une perte de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. Alors, c'est vrai que c'est des notions dont on a beaucoup parlé d'un point de vue conseiller, mais en fait, c'est aussi des notions qui existent chez le consommateur. Quelqu'un qui doit appeler 15 minutes alors qu'il voulait juste, en fait, qu'on lui réédite une facture. Bon, ben ça, c'est une grande source de frustration et qui peut faire qu'on se dit, bon, ben en fait, je vais passer ailleurs. Même si entre nous, on peut se dire qu'ailleurs, l'herbe n'est pas forcément plus verte. Et puis enfin, dans les sujets, il y a les appels non décrochés. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit tous et qui revient. Donc souvent, il y a un peu un cumul parce que l'appel non décroché, il arrive parfois qu'il y ait d'abord eu une file d'attente longue. Quand on nous dise attention, vous allez arriver, vous avez 7 minutes d'attente. Et puis au bout de 7 minutes d'attente, vous ne tombez pas sur un conseiller, mais sur un bip 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 de raccrochage. Et alors ça, c'est du coup une source de frustration extrême. Donc l'idée là, c'est de voir comment un callbot, en l'occurrence, on va parler de callbot et d'automatisation par la voix, comment un callbot peut répondre à ces enjeux. Donc juste pour un rappel, pour ceux qui ne sont pas bien familiers avec ces sujets-là, donc le callbot, parfois, il peut être aussi appelé voicebot, hein, c'est en réalité le même type de technologie. Le callbot, il est défini par le fait qu'on va composer un numéro de téléphone et on va tomber sur un robot. Et il est très souvent confondu avec un SVI. Le SVI, c'est quand vous appelez, quand on vous dit OK pour parler au service client, dites service client. Là, on va pas du tout être là-dessus. Vous aurez d'ailleurs un audio un peu plus tard. Le cobot va faire exactement comme un conseiller. Bonjour, quel est l'objet de votre appel? La personne va exprimer son besoin. Si le besoin n'est pas assez clair, le bot va venir le diriger et le driver pour qu'on puisse ensuite soit le solutionner, soit amener vers la bonne personne. Et donc, on est dans une expérience qui est beaucoup plus fluide. Et donc, c'est un peu ce qui est dessiné sur ce schéma. C'est-à-dire que le callbot, soit on va être sur un sujet, il est capable d'apporter la réponse. Donc, en plus, en fonction de comment on est interconnecté, on va pouvoir même identifier tout de suite la personne. Hop. Bonjour Charlotte, pouvez-vous me confirmer votre identité? La personne va me confirmer son identité parce que je vais lui demander sa date de naissance ou son email, ce que vos conseillers font. OK, et à partir de là, on peut rentrer dans un parcours très personnalisé. Quel est l'objet de votre appel? Hop, j'appelle parce que je ne retrouve pas ma dernière quittance de loyer ou mon justif de domicile. Hop, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien l'email auquel je dois l'envoyer? Bam, voilà, vous venez de recevoir le document par email. Un parcours 100% automatisé, aucun souci. Quelqu'un qui va plutôt appeler par contre sur quelque chose de plus complexe. J'ai été prélevé 2 fois sur mon compte pour la même dépense. J'ai l'impression que je viens de vivre une fraude. Bon, ben là, c'est quelque chose qui ne doit pas être automatisé, qui doit être traité par l'humain. J'escalade tout de suite. Soit j'ai mon conseiller qui est disponible, soit c'est pas le cas. Auquel cas, je vais mettre la personne, je vais dire à la personne qu'elle va être rappelée tout de suite et je vais vérifier que j'ai bien compris son sujet et je vais vérifier que j'ai bien compris ses coordonnées pour être sûr qu'on n'est pas en échec. Ce qui fait que dans 100% des cas, le client a été pris en charge et il va avoir une réponse, soit une réponse qui est directement synthétisée, soit elle n'est pas. Et puis en plus de ça, on peut créer des tickets dans l'écosystème dans l'écosystème qu'il y a j'allais dire chez l'annonceur, on n'est pas tout à fait sur un système d'annonceur, mais en tout cas chez le client commanditaire, où on peut avoir un système de tickets en disant ben, le callbot a bien répondu, j'ai un ticket résolu, il n'a pas fini de répondre, il a créé un ticket, et donc là, ce sont mes équipes support qui prennent le relais.
Donc le callbot, c'est de cette manière-là qu'il est défini et c'est comme ça qu'il fonctionne. Du coup, je propose qu'on commence à parler un peu de notre fameux cas client. Est-ce que Samira, tu peux nous donner un petit peu de détails sur le cas qui va être présenté? Oui, alors déjà, le client, c'est l'ANFR, donc c'est l'Agence nationale des fréquences. C'est une agence publique qui est sous le ministère de l'économie. Et en fait, il gère les fréquences radioélectriques parce que toutes les fréquences appartiennent à l'État et eux, ils s'assurent de la conformité de l'usage de ces fréquences. Donc, il y a les fréquences pour l'armée, l'aéronautique, la radiodiffusion. Et là, plus précisément, au service technique dont on va parler et la partie callbot, ça va être pour les fréquences hertziennes. Donc, quand vous recevez la télévision par une antenne râteau, donc l'ANFR règle les soucis de réception s'il y a un brouillage quelconque aux alentours et il contrôle du coup tout le spectre des fréquences hertziennes. Et leur rôle, c'est d'informer et de sensibiliser le public. Merci beaucoup, très intéressant. Je suis sûr que beaucoup parmi vous ne connaissaient pas en détail les activités de la NFR. Euh, Avant de tout de suite attaquer dans le vif du sujet, il est intéressant de voir comment s'est construit le projet. Est-ce que, Samira, tu pourrais nous donner un peu de détails sur l'historique de comment est arrivée notre collaboration? Oui, alors déjà, TP avec la NFR, comme je disais au début, c'est un client historique puisque ça fait plus de 10 ans, depuis 2011, qu'on travaille ensemble. Donc, on a commencé par une cellule qui était des assistants techniques, en fait, un centre d'appel technique qui prenait les informations lorsqu'il y avait un dysfonctionnement et ensuite tout était transféré en interne à la NFR. Et au fil du temps, TP a proposé d'aller plus loin, de pouvoir digitaliser certaines parties, de pouvoir également dématérialiser tout ce qui était courrier, puisqu'il y a également des aides financières qui sont liées aux fréquences. Et on a eu aussi, on a été amené en fait à avoir beaucoup plus d'ampleur, puisque en 2016, il y a eu le passage à la HD au niveau national. Et donc, c'était la même date pour tout le monde. Donc, il a fallu qu'on monte en charge à plus de 700 conseillers, donc dans toute la France, tous les sites de TP en France, et également des formations données à tous ces sites-là, le savoir donné, les montées en compétences. Donc, la NFR a fait appel à nous pour pouvoir agrandir ce service pendant cette période et également, par la suite, beaucoup de traitements d'aide financière en back-office. Donc, il a fallu également monter une cellule de traitement de back-office et dématérialiser tout ça pour que ce soit plus fluide. Ensuite arrive 2019 où là, la NFR nous a demandé de pouvoir trouver des solutions de digitalisation. En fait, ils voulaient que le service soit plus fluide et également qu'il y ait moins de temps d'attente, que puisse joindre rapidement l'assistance technique et bien sûr de pouvoir également réduire les coûts, puisque aujourd'hui c'est un peu ce que demandent toutes les sociétés. Donc nous avons fait appel à Didiou pour des solutions de callbot et de chatbot. Donc en fait sur la partie ANFR, on a d'abord travaillé sur le projet chatbot, puisque sur le site internet c'était un formulaire de contact qui n'était pas instantané, puisque en fait la personne laissait sa problématique, elle pouvait être appelée 2-3 jours après, suivant la disponibilité du technicien. Là aujourd'hui, le chatbot, le projet a débuté en 2019. Il a fallu le mettre en place rapidement puisqu'il y a eu la pandémie et le confinement, et qu'on sait qu'il y a des personnes isolées pour qui la télévision est primordiale. Donc, avec Didiou, on a accéléré la mise en production de ce chatbot, et vu qu'il a été mis en place plus tôt que prévu, on a également travaillé tout au long de cette pandémie sur l'amélioration continue et Didiou était à nos côtés pour pouvoir accélérer toute cette mise en production. Ensuite, donc, il y a eu en parallèle, il y avait le projet Callbot qui, là, lui, a pu se faire en temps indiqué lors du début du projet.
et il a été mis en production en 2021. Donc ce callbot, en fait, il permet d'avoir une instantanéité, et, il permet de réduire le temps d'attente. Il est également fort en prise en charge puisqu'il est connecté à plusieurs web services de l'ANFR. Donc en fait, il a une possibilité de pouvoir traiter tout en autonomie sans avoir à transférer vers un assistant technique. Il va en fait rechercher les infos sur l'outil du client et va pouvoir les communiquer en échange conversationnel fluide à l'appelant. Donc, ça nous a permis un désengorgement des appels, également une préqualification, puisque lorsque le niveau du callbot s'arrête, il transfère au technicien, où là, le technicien va avoir l'avantage d'avoir récupéré déjà tout le pré-diagnostic qui est fait par le callbot. Donc, en fait, il n'a pas besoin de se répéter, juste de confirmer. Et ça permet également à l'appelant de pas, enfin, comme ça peut être le cas sur un simple SVI, de répéter tout le parcours qu'il a fait auparavant pour expliquer la situation. Là, en fait, quand le technicien reçoit l'appel, il sait plus ou moins déjà quelle est la problématique. En plus, il a la personnalisation de l'appel puisque le callbot collecte aussi nom, prénom et numéro de téléphone. Donc, ça permet de gagner du temps en temps de communication. Et on a également toute la partie gestion et administration en continu, parce qu'une fois que le callbot ou le chatbot sont mis en production, ça ne s'arrête pas là. Il y a une amélioration constante et on est entouré des équipes. En fait, on a déjà une formation de base où on peut gérer de façon tout à fait autonome. Mais des fois, on a des oublis ou alors on n'est pas les experts de l'outil, donc on fait appel à Didiou et qui sont qui ont des réponses rapides et qui nous assistent en temps voulu. Je voulais juste parler vite fait du chatbot, parce que lui, on ne l'a pas détaillé. En fait, sur la partie chatbot, comme j'ai dit tout à l'heure, on a dû le déployer rapidement. Et aujourd'hui, en fait, il est sur le site internet. Et là, le gros avantage, c'est qu'on a une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'était pas le cas avant, parce que comme je disais, c'était un formulaire de contact et c'était un technicien qui répondait. Donc là, déjà, ça enlève ces tâches aux techniciens qui peuvent se concentrer sur d'autres tâches. Et puis, la disponibilité, samedi, dimanche, à 3 heures du matin, je regarde la télé, j'ai pas la télé, hop, je vais tout de suite avoir une réponse. Donc tu confirmes l'intérêt d'avoir les deux canaux, enfin, de coupler et le chatbot et le callbot. Oui, tout à fait. Parce qu'on a des usagers qui sont plus à l'aise sur le site internet et d'autres qui préfèrent téléphoner. Parfait. Je te propose qu'on écoute un exemple de conversation. Oui. Hop, alors, juste le temps de manipuler la plateforme pour faire écouter. Bonjour, je me permets d'intervenir, d'allumer mon micro pour juste vous informer que le lancement n'a pas été effectué sur l'extrait Solar. Donc, je vous inviterai à le lancer. Ah, Tout simplement, nous n'entendons pas. C'est simplement pour vous faire part de cette information. alors pardon, du coup, je crois comprendre que vous n'avez pas entendu l'extrait sonore.
Désolé, je n'avais pas vu les messages. Je ne sais pas bien comment faire, donc je vais essayer de le relancer, mais Samira, tu l'entendais toi ou pas? Moi, je l'entendais pas. Ah oui, ah, mais je savais pas, moi je l'entendais, et du coup, ok. Alors moi je l'entends de mon côté, on a pourtant fait les tests tout à l'heure. Mm. Je réessaie, comme tu es la seule personne que j'ai en audio, tu me dis si ça marche pas, et puis je vais trouver une autre solution. Donc je réessaie, je te partage. Bonjour, je suis l'agent conversationnel de l'ANFR. Pouvez-vous me préciser l'objet de votre appel? Oui, bonjour, je vous appelle. J'ai un problème de réception de la TNT depuis ce matin. Merci. Pouvez-vous me confirmer si vous êtes bien relié à une antenne râteau pour recevoir la télévision? Ouais, tout à fait. Très bien. Savez-vous si vos voisins, également reliés à une antenne râteau, rencontrent le même dysfonctionnement? Ah oui, ils ont le même problème. Merci pour cette précision. Dans ce cas, il est possible qu'il s'agisse d'un incident de réception collectif ou d'un brouillage sur votre zone. Avant de poursuivre, avez-vous déjà vérifié votre installation, câble, branchement, alimentation de l'amplificateur? Ah oui, j'ai tout vérifié, mais ça fonctionne toujours pas. Merci. Dans ce cas, je vais transmettre votre demande à un conseiller technique de la NFR qui pourra enregistrer un signalement d'incident et vous accompagner dans les démarches à suivre. Pouvez-vous me communiquer votre nom, prénom et numéro de téléphone? Oui, je suis Géraldine Jurado et mon numéro de téléphone, c'est 06 07 01 02 03. Merci Madame Jurado. Je vous mets en relation avec un téléconseiller. Merci d'avoir contacté la NFR. Donc a priori cette fois-ci vous avez entendu l'enregistrement. Je suis désolé parce que moi je l'avais dans l'audio, donc vous avez dû vous demander pourquoi vous attendiez si longtemps parce que il était en train de se dérouler. Ce qui est important avant que Samira nous partage son retour d'expérience, notamment les KPI, c'est de savoir que on est tout est personnalisable. Donc la voix que vous avez entendue, évidemment que vous pouvez avoir d'autres voix, vous pouvez choisir d'avoir même des voix avec des accents. On peut aussi personnaliser, on peut même cloner, c'est-à-dire qu'on pourrait cloner sa propre voix et l'appliquer ensuite à une voix du robot. Et donc ça va permettre d'avoir une voix catalogue, mais avec des intonations qui vous sont propres, par exemple, ou encore d'avoir une voix signature, puisqu'il y a certaines grandes marques qui ont des voix signatures. On peut aussi réutiliser ça. Donc c'est assez important. Et puis si vous avez été vigilant, vous avez vu que il y a des bruits de clavier, plein de choses sont faites pour que l'expérience soit aussi un peu interactive et donne une impression qu'on rassure la personne. Le bruit de clavier, c'est aussi un moyen de rassurer, de dire ok, j'ai bien pris en compte ce que vous venez de me dire, ça a bien été saisi et l'information sera bien renvoyée si nécessaire. Donc, quelques résultats peut-être, Samira? Oui. Oui, donc déjà, comme tu disais, Samir, hein, on entend bien la fluidité des échanges. Pour info, moi, quand j'écoute les enregistrements, j'ai des fois des appelants qui pensent pas du tout être avec un bot, en fait, qui pensent vraiment être en ligne avec un humain, puisque il commence à déborder, à raconter des choses et plus à être précis dans les questions posées. Donc, on voit que, c'est naturel et il n'y a pas l'effet robot, en fait, quand on a le bot en ligne. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est la personnalisation des réponses. Et puis, pour l'équipe technique, c'est aussi la valorisation du métier parce que pour eux, ça a été quand même un soulagement de ne plus avoir les appels répétitifs qui étaient à faible valeur par rapport aux missions qu'ils ont. Au niveau des chiffres, l'ANFR avait comme objectif que le callbot prenne en charge de façon autonome à 100%, 20% des appels. Et aujourd'hui, on est en moyenne à 25%. On n'a jamais été en dessous des 20% depuis la mise en place en 2021. Donc, c'est plutôt un succès de ce côté-là. Il a bien été préparé en amont. Il y a un travail en continu qui est fait. Et l'avantage aussi du callbot, et ça, j'en ai pas parlé, mais des fois, quand on sait qu'il va y avoir des événements particuliers, qu'on va avoir des pics d'appels,
Le callbot permet de désengorger parce qu'on peut à tout moment paramétrer des phrases du callbot, des informations qui sont transmises. Et ça permet du coup de pouvoir dire, effectivement, on sait qu'il y a un incident majeur actuellement, on vous invite à patienter, sachez que nos équipes font le nécessaire. Pas besoin de transférer à un technicien qui de toute façon aura indiqué la même chose. Donc pour la partie de chatbot, on est à plus de 2 millions de conversations traitées. Donc c'est des conversations à peu près similaires au callbot pour la partie diagnostic. Après, il y a beaucoup plus d'autres informations parce que comme je vous disais, la NFR gère toutes les fréquences. Et surtout, donc la demande aussi de la NFR, c'était de réduire les coûts. On a moins 20% sur la facture annuelle, donc ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, pour des usagers qui sont pas très à l'aise avec toutes les solutions du jour, on a 0 réclamation sur les 2 bots. À ce jour, on n'a eu aucune réclamation, que ce soit sur la partie de chatbot ou callbot. Très très intéressant, ce sont des KPI qui sont particulièrement intéressantes. J'imagine que derrière, quand vous voyez moins 20% sur la facture annuelle, c'est le genre de choses qui doit susciter en tout cas l'attention. Ce qui est intéressant, donc, on voulait vous donner en fait des résultats très concrets et la manière dont les choses ont été faites pour que vous puissiez comprendre un peu comment on peut fonctionner. Si vous notez bien, dans les points importants soulignés par Samira, il y a le suivi des KPI, hein, on en a parlé, de s'assurer que déjà là, dans 100% des cas, le bot prend en charge. Après, il va soit auto-traiter en gestion, soit il va escalader, mais dans tous les cas, il y a un gain de temps aussi sur le temps passé par le conseiller, puisqu'il y a déjà des préqualifications qui ont été faites. Et donc, pour travailler ça, il y a aussi tout ce qui est écoute des enregistrements. Donc, les enregistrements, ça se paramètre, ils sont gardés un certain temps, et puis après, c'est les retranscriptions juste qui sont gardées pour pas avoir des espaces de stockage démesurés. Donc, ça, ce sont des informations qui sont importantes. Ça peut être aussi envoyé vers d'autres outils derrière pour être stocké différemment chez le client. Il y a tout ce qui est lecture des conversations, mais dans tout ça, ce qu'il faut noter, c'est que pour tous ces points-là, vous êtes accompagné par un CSM. Et c'est vraiment, Samira, je trouve que tu en as parlé du coup souvent dans les cas que tu as donnés. On sent qu'il y a une relation de proximité qui est importante dans la gestion du projet. Oui, parce que même 5 ans après, on continue à faire des points réguliers. On est toujours accompagné. Et c'est ce qui nous amène justement à ce qui fait la force du partenariat. Aujourd'hui, on parle ensemble avec TP parce que on pense que c'est une bonne illustration d'un partenariat qui est à la fois innovant, mais qui met bien en avant le fait qu'on a besoin d'une alliance entre l'humain et l'automatisation. Tout simplement pour supprimer les temps d'attente, donc améliorer la satisfaction client, pour gagner en rapidité dans le traitement des demandes, pour personnaliser l'expérience et donc avoir quelque chose qui est encore plus fluide. Et puis enfin, on a vu que ça a aussi un impact sur les coûts, il faut être réaliste. Ce qui est la réalité, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est là pour vraiment soulager les équipes. On a vu qu'il y a des tâches de niveau 1 qui peuvent être 100% automatisées. Ça permet du coup d'avoir un traitement personnalisé plus fort derrière. Et puis, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'instantanéité prévaut et donc il est impossible de répondre à tout le monde samedi soir à minuit et je sais que je le répète à chaque fois mais c'est la réalité. Aujourd'hui, un service client ne peut pas gérer tout seul sans aide automatisée des exigences des clients qui s'attendent à avoir des réponses à 2 heures du matin entre samedi et dimanche parce que du coup c'est le moment où ils se mettent à traiter certains sujets. Là on parle en l'occurrence de le sujet de la NFR et comme le montrait Samira, peut être sensible parce que l'accès à la télé, par exemple, ça peut être quelque chose où on peut comprendre que les gens aient envie de tout de suite avoir des réponses et donc là, ils sont soulagés. Il y a toujours un élément de réponse qui leur a apporté, peu importe le moment. Mais ça peut aussi arriver sur des sujets qui sont moins contraignants et pourtant, les personnes veulent à tout prix avoir ça le dimanche matin. Donc, ce qu'on propose, c'est ça. On montre que du coup, travailler ensemble, c'est avoir des équipes qualifiées niveau humain côté TP
qui sont là pour répondre et du coup scaler quand il y a besoin pour les clients. Et puis côté Didu, du coup, d'assurer toute cette partie de il n'y a pas de débordement, on s'assure que tout le monde a une réponse et surtout c'est 24/7. Donc je pense que on a montré ce qu'on avait envie de montrer. Je vous propose qu'avec Samira, on essaie de répondre à vos questions. Donc, on va essayer d'identifier quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes. Mais en tout cas, on a encore, là, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble. On a encore un petit peu de temps pour essayer d'y répondre. Alors, on a une question de Patrice qui nous dit, dans le cas où le callbot transfère l'appel à un humain, le client doit-il reprendre ses explications ou le callbot transmet, exemple par écrit, une synthèse de la demande client? Très bonne question. Plein de cas sont possibles. C'est-à-dire que en fonction de la solution qui va être utilisée chez le client, ben, il peut avoir la retranscription derrière. Par exemple, on travaille beaucoup avec des solutions comme Camo, où dans Camo, le conseiller, quand il reçoit l'appel, il a directement une retranscription de tout ce qui vient d'être dit, et que ça a été fait à l'oral ou à l'écrit. Il a directement tout ce qui a été dit. La personne a déjà été identifiée, donc ils ont accès à la fiche client et ils savent quel est son statut, quelle est la personne. Et donc, ça permet au conseiller de tout de suite pouvoir répondre. Donc, en effet, il y a une retranscription. Si on tombait sur une entreprise qui n'est pas du tout équipée, on peut envisager soit donc faire un transfert d'appel classique, soit de demander au bot de faire une petite synthèse en disant du coup j'ai quelqu'un qui appelle pour tel sujet. Mais c'est relativement rare. En général, on est plutôt sur des personnes où on va s'interfacer avec leur système de CRC et envoyer ça dedans. Il y a une autre question, pareil Samira, je me permets de répondre, c'est le robot peut-il détecter la langue et répondre dans la langue de l'interlocuteur? Oui, ça se paramètre, c'est dès le début, on va décider quelles sont les langues qu'il va pouvoir parler. Et en fonction de ça, le bot, dès le premier mot, il va pouvoir s'adapter. On peut aussi avoir des règles en fonction du numéro de téléphone, par exemple, aussi, de dire si l'indicatif c'est plus 32, du coup, il faut changer de langue. On peut vraiment décider il y a plein de manières en fait de le travailler, mais un bot peut en effet parler plusieurs langues. Et même s'il commençait en français, par exemple, et que quelqu'un commence à lui parler en anglais, il pourrait switcher en anglais. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Ce qui fonctionne moyennement, c'est quand la personne elle fait français, anglais, puis elle revient en français derrière. Ça, en général, il y a un switch de voix, de langue, mais on ne fait pas plusieurs switches de langue dans la même discussion. Une autre question, est-ce que le bot peut prendre des rendez-vous ou créer des tickets? Le bot peut en effet prendre des rendez-vous et créer des tickets. On est déjà d'ailleurs interphasé avec plusieurs solutions du marché. Pour en citer quelques-unes, on travaille déjà avec Trouve, Appenday, Agendize. On a pas mal de sujets qui existent là-dessus, mais ça peut être même sur des agendas très classiques, du style un Google Calendar ou du Outlook. Donc c'est complètement faisable. Et pour la création de tickets, c'est pareil. La création de tickets, je l'ai un peu donné tout à l'heure d'ailleurs dans un des exemples. Sur la création de tickets, on peut aller s'interfacer directement avec plusieurs types de solutions, soit vraiment des vraies solutions de ticketing. Quand je dis vraies solutions de ticketing, je veux dire des choses qui sont très spécialisées, du style Jira. Soit on peut aller dans des systèmes où il y a des tickets, mais qui sont plutôt des outils plus grands du style ERP, donc on peut le faire avec du Salesforce ou du Zendesk, ou on a beaucoup de cas avec du ServiceNow par exemple, où on va à la fois chercher la réponse dedans et à la fois on peut créer du ticket, qu'il soit résolu ou non résolu. Hop. La prochaine, c'est peut-être un peu plus pour toi, Samira. Quel a été l'impact du chatbot versus l'impact du callbot dans la réduction de sollicitations de conseillers? Et après, il y a une deuxième partie qui est quel est le taux d'escalade dans chacune des solutions? Je suis pas sûr qu'on ait toutes les infos sur les deux points, mais est-ce que déjà tu as une notion de savoir si le callbot a eu plus d'impact que le chatbot ou
Ouais, est-ce que par exemple, quand tu as mis en place le chatbot, est-ce que déjà le fait de mettre en place le chatbot, ça avait eu un impact sur le nombre d'appels? Alors, le chatbot a eu un réel impact puisque, comme j'ai indiqué tout à l'heure, c'était durant la période de la pandémie. Donc là, on a pu voir clairement qu'il pouvait prendre le relais sur la partie appel à l'assistance technique. Donc oui, ça a eu un réel impact, d'autant plus que les conseillers étaient mobilisés avant qu'il y ait le chatbot pour répondre justement à ces sollicitations sur Internet. Et ils devaient en fait, c'était dans un deuxième temps qu'ils devaient contacter l'internaute, donc pas souvent joignable au moment où le téléconseiller le contactait. Donc oui, ça a eu un réel impact, ça a permis de détacher du temps pour d'autres tâches pour les techniciens en fait. On a pu du coup les mutualiser sur d'autres tâches propres à la NFR, ce qui était plus compliqué auparavant. Pour la partie callbot, alors par contre, j'ai pas lu la question parce que j'ai écouté ce que tu m'as dit, Samir. Enfin, Euh, c'était quel a été l'impact du chatbot versus l'impact du callbot dans la réduction de sollicitations de conseillers? alors, ouais, ben, comme je disais, pour le chatbot, on est passé de traité par le conseiller à 0 traitement par le conseiller, total traitement par le chatbot. Pour la partie callbot, ben, c'est en moyenne 65% des appels qui sont transférés vers le technicien. Ok. Donc, ce qui est pas mal, ce qui veut dire que on a des taux intéressants, à 35% qui sont complètement autonomes finalement. Oui, c'est ça. Ok. Donc, ça répondait à la question d'après, qui était quel était le taux d'escalade. Donc, du coup, c'est parfait. Une autre question de Patrice qui est, avez-vous déjà mis en place un callbot pour un service de SAV? Oui, c'est d'ailleurs des demandes qui reviennent très souvent. Pareil, sur le SAV, on peut aller très basique sur où est ma commande, par exemple. Donc, on est en train d'ailleurs de mettre en place un, par exemple, pour un retailer. Et on va poser la question de, voilà, où en est ma commande, j'ai besoin de faire un retour, enfin, tout ce genre de choses. Mais ça peut être même de l'assistance de niveau 1, hein. La box ne marche plus. Ok, est-ce que vous avez bien débranché, rebranché? Enfin voilà, on peut faire tout ce type de choses sur le SAV. Une autre question, cette fois de Candice. Alors, quel a été le temps moyen pour pour que le bot assimile les éléments de réponse? Je pense que là, c'est plutôt lié au sujet NFR. Oui. Après la mise en production, je suppose. Parce qu'en fait, il y a un travail en amont avec les équipes qui permet justement, en fait, on est orienté pour pouvoir savoir ce qui est attendu comme élément de réponse. Donc, en fait, le travail qui est fait en amont, c'est de prendre plusieurs écoutes sur un échantillonnage d'écoute, un échantillonnage aussi de conversation sur Internet pour pouvoir voir quels sont les éléments de langage, les problématiques, les cas d'usage. Donc tout ce travail est fait en amont, ce qui fait qu'une fois la mise en production, c'était vraiment du peaufinage. C'était plus de regarder là où ça bloquait. Des fois, c'était soit un blocage humain parce que la personne ne savait pas répondre à un callbot et du coup, on permet toujours de transférer vers un conseiller dans ce cas-là pour que la personne ne se retrouve pas continuellement à tourner dans le callbot. Soit c'était vraiment du peaufinage, hein. Il a été opérationnel dès la mise en production parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Alors beaucoup, tu veux dire que ça a été long ou pas? Si on a une idée de délai, les setups ont duré combien de temps? Alors le projet depuis 2019, après il a fallu étudier, prendre tout l'échantillonnage. Après, une fois que tous les arbres étaient créés, tout ça, on a fait à peu près 2 mois de tests vocaux en prenant différentes personnes, différents accents, des personnes qui étaient à l'extérieur avec du bruit externe et tout ça. Donc 2 mois de tests en fait, Ouais. non-stop en continu. Donc je dirais qu'en tout, on a dû être entre 9 mois pour le mettre en production. Là, c'est parce que 9 mois, c'est parce qu'il y avait un gros travail aussi en interne, justement, d'identifier les cas d'usage par rapport aux écoutes Oui. et tout ça. Et en plus, en parallèle, c'était l'occasion de faire la refonte du script d'appel du téléconseiller. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est important de voir que ça, c'est parce qu'il y a eu une refonte globale entreprise. En soi,
un projet Callbot, ça peut aller on en a qui sont mis en 3 semaines, ça peut aller de 3 semaines à 3 mois, en gros. Donc ça va dépendre de s'il doit être interconnecté, qu'il faut qu'il aille faire beaucoup de personnalisation. Ça va dépendre en effet, des peaufinages qu'il peut y avoir. Il y a des sujets qui sont plus complexes que d'autres. On vient de parler d'accent, par exemple, ou de choses avec les bruits. Après, dans la réalité, il faut se rappeler que c'est un sujet qui a été mis en place il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a quand même des technologies et des produits qui permettent d'aller plus vite. Mais de manière réaliste, il faut compter entre 2 mois et 3 mois, entre le moment où il y a le kick-off et le moment où du coup vous allez être live, puisque c'est pas la configuration qui est le plus long, c'est la période de test. Et donc il faut monter en progression pour que on soit sûr que derrière le bot soit très très fluide. Mais pour être très transparent avec vous, on a mis il y a pas longtemps un bot en place en 5 jours. Hein. Donc ça peut être aussi très rapide, ça dépend, mais il y avait une personne en face qui était dédiée à 100% du temps sur ce sujet. Hop, donc celle-ci on a vu. Quel est le coût de la solution? Pour ça, il faudra nous contacter. Vous verrez qu'il y a des coordonnées à la fois, je peux commencer à les afficher pour que vous les reteniez. Il y a des coordonnées à la fois des coûts, ça dépend du projet. Tous les projets sont du sur-mesure. Donc ce n'est pas une question à laquelle on va répondre pendant un webinaire. Ça dépendra de votre sujet, votre projet, le nombre de clients que vous avez, le nombre d'interconnexions auxquelles il faut aller, de est-ce que vous parlez de notre solution ou est-ce que vous parlez de fait d'ETP ou des deux ensemble. Trop de paramètres pour pouvoir y répondre comme ça. Alors, Olivier, quid de l'orientation des clients qui appellent avec des demandes multiples? Elle est intéressante cette question. La réalité, c'est que si c'est le bot qui commence à traiter, imaginons que la première demande, le bot a réussi à la résoudre, et puis derrière, il dit est-ce que je peux vous aider à autre chose? Il y a une deuxième demande, et que la deuxième demande, le bot doit l'escalader, il va l'escalader et ensuite c'est le travail du conseiller c'est le conseiller qui va prendre le relais. Mais par contre, tant que le client a plusieurs demandes et que ces plusieurs demandes, on arrive à les automatiser, il peut poser autant de questions qu'il veut. Hein. C'est pas limité à un échange ou une interaction. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de coût. Là, par contre, on peut vous donner un coût, c'est-à-dire qu'on a une particularité en plus chez Didu, c'est que c'est un coût à l'appel et pas à la durée. Donc, si votre client il en a pour 5 minutes parce qu'il a décidé de poser 5 questions, pas de problème. Vous, ça change rien vous avez une maîtrise des coûts et le client, tant qu'on peut lui répondre, on lui répondra jusqu'à ce qu'il ait besoin de passer sur un conseiller, auquel cas le conseiller devrait être à même de répondre aux demandes multiples. Peut-on utiliser Didu chez un bailleur social? Tout à fait, on le fait déjà d'ailleurs, et on a déjà des bailleurs sociaux dont les références sont sur notre site. Donc vous pouvez, enfin voilà, sans secret, on travaille par exemple avec CDC Habitat et d'autres. Donc je sais pas s'ils ont tous donné leur autorisation pour discuter là-dessus, on peut, mais je crois que là, on en a 4 de live et on devrait bientôt passer à 7 ou 8. Donc, il y a un vrai sujet, oui, tout à fait, sur les bailleurs sociaux et l'immobilier de manière générale. Et il reste le temps que pour une seule question, donc parce qu'on est déjà à 43 minutes. Donc, je vais voir si je trouve des questions auxquelles on n'a pas répondu. Ah, intéressant. Allez, je prends une dernière question de Patrice qui est lorsque le callbot demande les coordonnées de l'appelant, nom, prénom, téléphone, l'appelant doit-il être connu d'une base ou est-il capable de prendre n'importe quelle coordonnée? Ah ben, du coup, ça va dépendre parce que tout à l'heure, vous avez aussi posé des questions sur le SAV. Donc, je vais vous dire qu'il y a plusieurs scénarios. Soit on a la possibilité d'être connecté à la CRM ou à l'outil de gestion CRC. Et donc déjà, la personne, elle est authentifiée. Donc si elle est authentifiée, ben là, on est juste sur s'assurer qu'on a bien authentifié la bonne personne et que c'est bien la personne qui est en ligne, ce que ferait un conseiller. Et donc là-dessus, pas de sujet. On peut avoir des sujets où quelqu'un appelle avec un autre numéro de téléphone. Donc il va falloir lui demander cette fois un peu plus de questions. Connaissez-vous votre identifiant client? Ce type de choses.
Et en fait, est-ce qu'il est capable de prendre n'importe quelle coordonnée? Oui, il peut prendre n'importe quelle coordonnée parce qu'on a des cas pour lesquels on fait de la prise de rendez-vous. Souvent, c'est de la prise de rendez-vous, par exemple, sur les ateliers automobiles, où on fait de la prise de rendez-vous sur des sujets du style des centres de Thalasso. Bon, mais là, on est sur du pur prospect, donc il faut qu'on prenne les coordonnées, qu'on comprenne, qu'on comprenne qui est la personne. Il y a des difficultés sur ces sujets-là parfois, c'est certains noms un peu complexes, avec un orthographe complexe, où on va demander à la personne de l'épeler. Par exemple, s'il y a des prénoms, enfin des noms de famille qui à l'oral ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils sont écrits, parce qu'il y a des suites de caractères Z, C, H, par exemple, ce genre de choses. Bon, ben, du coup, on fera épeler pour s'assurer de ça, mais en général, sur les parcours qui sont pas les plus connus, c'est surtout sur le téléphone qu'on demande le téléphone et l'email, et donc du coup, les personnes, elles finissent par épeler à ce moment-là, et ça permet de rattacher les wagons. Si vous avez plus de questions, déjà merci pour vos questions. Ça veut dire qu'en tout cas, ça a suscité un certain intérêt. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc ici face à vous une slide qui vous permet de savoir comment participer. Alors sur Didu, là, vous voyez un email contact, mais je vous conseille d'aller sur le site et de faire une demande de démo directement. Ce sera mieux que de l'email contact, puisque vous pourrez déjà pré-renseigner les sujets sur lesquels vous avez envie de vous exprimer. Et puis pour TP, c'est pareil, vous pouvez aller sur le site ou envoyer un email directement à benjamin.renard@teleperformance.com. Samira, je te remercie pour cet échange et pour toutes les réponses que tu as pu nous apporter. J'espère que l'exercice t'a plu aussi. Oui, bah merci beaucoup à Didiou de m'avoir sollicité. C'était un plaisir de participer avec toi, Samir. Plaisir partagé. Puis en plus, tu as un très beau prénom. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.